Bah déjà, ça confirme qu'on est dans une saison exceptionnelle. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais dans le nombre de buts marqués, par exemple, dans le contexte très particulier du Covid, des matchs en public, etc. On avait bien noté que c'était pas comme les saisons précédentes. Quand on regarde en arrière, la saison passée, il n'y avait qu'une seule équipe encore invaincue après 6 journées, c'était Liverpool. Ouais. Quand on remonte à 2 ans, on avait encore 3 équipes invaincues après 6 journées. Il avait même fallu attendre la 21e journée pour voir Liverpool chuter. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine évolution. Et en même temps, c'est difficile d'avoir une explication précise. Il y a sans doute plusieurs facteurs. On pourrait penser que c'est un affaiblissement des gros, par exemple, ou bien Ouais. l'accroissement de la compétitivité de la Première Ligue, de sa densité, ce qui est une vérité absolue. Il suffisait, par exemple, de regarder le match de Leeds à l'ouverture du championnat à Anfield, ou de Quel Southampton match? ce week-end contre Everton, qui était leader et qui a fait un match formidable, Southampton. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs. Mais encore une fois, moi, je reviens toujours parce qu'on a des échos des joueurs, parce qu'on a des échos des staffs médicaux, qu'on est vraiment dans une saison à caractère exceptionnel dû à un manque de préparation estivale. Ouais. On mesure petit à petit aussi l'impact et l'influence de jouer sans public. Avant, jouer à domicile devant son public, c'était un avantage. Plus maintenant. Une espèce de nivellement des équipes par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça se traduit avec un pourcentage de victoire à l'extérieur qui est énorme et qui est pas du tout naturel. Ouais. Donc voilà, il y a ce caractère exceptionnel qui fait que ça rend la Première Ligue encore plus imprévisible et encore plus ouverte peut-être. En tout cas, c'est toujours un peu ce qu'on se dit en début de saison. Et les choses ont tendance à rentrer un peu dans l'ordre au fur et à mesure des journées, des mois. Et il faudra voir. Si moi, j'ai toujours fixé depuis le début de cette saison la 10e journée, de faire Ouais. un bilan après la 10e journée et voir où on en est. Pour l'instant, le classement est chamboulé. Il faudra voir où en sont les équipes du top 6 autour de la 10e journée. D'accord, très juste. Et au rythme où on voit les matchs, la 10e journée va très rapidement arriver. Le calendrier, je jetais un coup d'œil encore tout à l'heure, est tout simplement ubuesque. Et encore, hein, quand on mêle les championnats domestiques et les championnats européens, les clubs de PL ont la chance d'avoir des vrais bancs. Ce qui n'est pas forcément le cas de certains clubs en Ligue 1, mais je ne donnerai pas de nom. Donc, à mon avis, les clubs anglais pourront peut-être mieux digérer cet amas de matchs dans le courant de la semaine, enfin des semaines, pardon. Non, non, évidemment pas. On savait qu'Everton n'allait pas poursuivre son sans faute et même rester invincible. On les a vus ce week-end, ils se sont inclinés. C'était un peu un rappel à l'ordre, on va dire, des manquements de cette équipe qui offensivement est très intéressante. Mais défensivement, on sait que la charnière, Keane, moi je suis toujours pas convaincu par Michael Keane, je suis toujours pas totalement convaincu par Yerry Mina. Ouais. On ne peut pas espérer Everton durer aussi longtemps devant avec un gardien comme Pickford qui commet presque à chaque match une bourde. Et concernant Liverpool, ce qui pourrait être inquiétant pour ses concurrents, c'est que Liverpool est toujours en rodage, Ouais. mais est déjà en tête du championnat. Donc ça, forcément, c'est pas très rassurant. Et en même temps, on ne sait pas encore à quel point l'absence de Van Dijk va peser sur les résultats des Reds, et on sait que cette absence va leur coûter des points. Fabinho rend service en défense centrale, il le fait superbement bien. On l'a vu contre l'Ajax en Ligue des Champions, mais il peut aussi coûter des buts, comme contre Sheffield, où c'est lui qui concède le penalty, où il est un peu impatient, un peu gourmand sur son intervention. Et tout simplement parce que c'est pas son poste et que forcément il fera des erreurs. On avait vu la même chose avec Fernandinho à Manchester City quand il avait rendu service en défense centrale. Donc c'est quelque chose d'assez logique. En revanche, on voit bien que son trio offensif est toujours aussi fort Ouais. et que son potentiel offensif est encore plus fort que les saisons précédentes. Maintenant, on pourrait presque parler d'un quatuor avec Diogo Jota qui a rejoint les rangs des Reds cet été en provenance de Wolverhampton, qui contribue déjà à la rotation, qui contribue déjà à la qualité. Quand on a un joueur comme ça qui rentre, et on l'a vu contre Sheffield, il est buteur, c'est un super joueur, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Donc, sans oublier aussi l'apport de Thiago Alcantara au milieu. Ouais. Donc Liverpool, il reste solide, mais il y a évidemment encore des inconnus. Mais seul au monde, non, parce que les autres sont en train de revenir petit à petit. Les choses sont en train de se remettre dans l'ordre petit à petit dans les différents gros.
On voit bien que Manchester United et Manchester City, avec un match en retard, s'ils gagnent ce match-là, ils reviennent un petit peu dans le haut du panier. Ouais. On voit bien que Tottenham, qui a gagné à Burnley, un match très compliqué, ils sont aussi prêts, que Leicester, qui a eu un début de saison compliqué, ils sont aussi aux aguets. Donc voilà, petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et comparé, je trouve, même aux saisons précédentes, je trouve qu'on n'a pas une équipe qui se dégage vraiment du peloton. Leeds était une surprise qui n'en est plus vraiment une aujourd'hui, Ouais. parce que dès l'entame du championnat, on avait vu à Anfield contre Liverpool, contre le champion en titre, Ouais. qu'ils étaient impressionnants, qu'ils allaient jouer le même football qu'en Championship, le football de Marcelo Bielsa. Et au fur et à mesure des semaines, on se pose toujours la question avec cette équipe de Leeds. On s'était déjà posé la question il y a quelques semaines, Ouais. et qu'on se posera sans doute encore dans les prochaines semaines. C'est, est-ce que cette équipe de Leeds est capable de jouer tous les matchs avec la même intensité? C'est une équipe qui dépense une énergie folle dans le pressing, dans les attaques, qui finissent souvent à 5, 6, 7 joueurs dans la surface adverse. Et forcément, c'est très demandant physiquement. Quand on regarde les stats de Leeds, d'ailleurs, elles sont assez incroyables. Leeds, c'est la première équipe au nombre de tacles, c'est la première équipe au nombre de duels remportés, c'est la première équipe au nombre de kilomètres parcourus par match, c'est la première équipe au nombre de sprints par match. Et ça, c'est des données qui sont assez révélatrices de la force de Ouais. cette équipe, mais qui révèlent aussi peut-être son talon d'Achille. On le répète, la Première Ligue est un championnat qui demande beaucoup d'énergie. On l'a vu avec une équipe, par exemple, comme Manchester City, qui est quand même l'équipe de Guardiola. Quand Guardiola est arrivé en Première Ligue, son équipe s'était essoufflée assez rapidement. Et c'est quelque chose voilà, saison après saison, ça demande beaucoup d'énergie. Dans une saison, encore une fois, qui est très particulière, on le voit pour les clubs qui jouent, par exemple, la Ligue des Champions, ils jouent des matchs tous les 3 jours. La Ligue des Champions, habituellement, c'était tous les 15 jours. Ouais. Cette saison, c'est toutes les semaines. Donc forcément, ça rajoute des matchs. Forcément, ça oblige un peu quelque part une rotation de la plupart des grandes équipes. Ouais. Donc les grandes équipes peuvent être avantagées, mais une équipe comme Leeds, qui va jouer un seul match par semaine, peut être aussi avantagée. Donc c'est vraiment une donnée une équation à plein de données, plein de variantes. Tout à fait. Ouais. Et moi, je suis impatient de voir en fait ce que Leeds va donner dans 2 mois, dans 3 mois. S'ils sont encore capables de jouer ce football-là, il va peut-être falloir compter sur eux. L'autre interrogation qu'on avait sur Leeds, et elle tient un peu de la saison passée, c'est qu'on se posait la question de son buteur, notamment de Patrick Bamford. C'est un joueur, un attaquant atypique, Ouais. qui avait l'habitude de rater des occasions franches, des occasions assez faciles, et que même ses propres supporters se moquaient de lui. On disait souvent not good enough, pas assez bon pour la Première Ligue. Et depuis le début de saison, il est en train de nous causer du tort, parce il est excellent. Il est à 6 buts en 6 journées. Et on a l'impression qu'il progresse avec cette équipe de Leeds. Si Leeds arrive à avoir ce buteur, là, clairement, il faudra compter sur Leeds pour ce qu'on appelle le haut du paquet, pour déjà le top 10, le top 10 et peut-être après le top 8. D'accord, très clair. C'est vrai que toutes les stats que tu as citées sont très révélatrices. On se souvient aussi qu'en général, les équipes de Bielsa sont pressées physiquement jusqu'à la moelle. On se souvient des derniers mois lors de son passage à l'Olympique de Marseille. Aussi, pendant que tu évoquais les différentes raisons, je repensais au match de Leeds contre City, où en termes d'énergie, c'était extrêmement révélateur, mais également des phases de jeu absolument incroyables. Et ce qu'on voulait a eu lieu pour la peine. Et le fait qu'il ne joue qu'un seul match par semaine, ça me fait aussi penser un petit peu à Lyon, qui pourra, en tout cas juste sur ce paramètre-là, hein, Ouais. je ne mets pas sur un pied d'égalité Marcelo Bielsa et Rudy Garcia, mais, mais, mais en tout cas, c'est vrai que avec le calendrier qui va être celui de cette année, le fait d'avoir ce luxe-là peut être un véritable atout. En tout cas, il faut espérer que la mayonnaise prenne à Chelsea, au regard des investissements qu'ils ont consentis cet été. Moi, je l'ai déjà dit, ça va prendre du temps. Je ne suis pas surpris de voir à ce niveau, Chelsea à ce niveau aujourd'hui. Certains le trouvaient très dur en début de saison sur les performances des Blues. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui après 6 journées? Ils sont 10e.
Donc c'est bien qu'il y a des difficultés. C'est pas le rein attendu au regard des investissements de cet été, mais c'est le prix à payer quand on chamboule son 11 de départ avec autant de changements. Est-ce que Chelsea est plus fort que la saison passée? Oui, moi je le pense, car Chelsea est mieux armé défensivement. On l'a vu ce week-end à Old Trafford. Thiago Silva est en train de prendre une importance Oui. assez énorme dans le secteur défensif. Il a fait un match énorme, notamment des gestes incroyables face à son ancien coéquipier Cavani dans la surface. Edouard Mendy, qui est venu un petit peu sur la pointe des pieds parce que ce n'était pas un transfert ronflant. Il a coûté une vingtaine de millions de livres Oui. pour déjà concurrencer Kepa, et on s'aperçoit au bout de 3 matchs qu'il est bien meilleur, qu'il est bien plus rassurant que Kepa. Et voilà, 3 matchs, 3 clean sheets, 3 matchs sans encaisser de but. Encore une fois, il a été décisif à Old Trafford. Oui. Et puis l'autre chose, Chelsea est plus fort parce que Chelsea a davantage d'options offensives. Et ça, quelque part, c'est un petit peu le futur de cette équipe. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup investi sur les individualités. Un Timo Werner qui commence à marquer, Kai Havertz qui a encore des difficultés et qui prendra peut-être plus de temps parce qu'il est plus jeune. Oui. Un joueur comme Ziyech qui commence à entrer dans le 11, qui commence à apporter sa qualité. Il y a Pulisic qui est revenu de blessure. Il y a toujours Mason Mount qui peut sortir du banc. Donc il y a beaucoup d'options pour Lampard. Après, encore une fois, il va falloir mettre tout ça en forme et donner le temps à cette équipe de trouver sa cadence. Mais de toute façon, il n'a pas le choix, Lampard. Il est vraiment scruté de plus en plus. Encore une fois, au regard de ses investissements, et puis parce qu'on connaît la chanson à Chelsea, Roman Abramovich, il veut des titres, il veut son équipe en haut du panier, jouer le titre, concurrencer Manchester City et Liverpool. Tout à fait. Concernant Mendy, bon, c'est difficile d'être moins rassurant que Kepa. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, malgré sa jeunesse, ces derniers matchs, notamment le tout dernier, a été particulièrement bon. Espérons que Chelsea puisse voilà, trouver son propre rythme de croisière dans une ligue qui est en train de trouver son rythme de croisière. Et nul doute que les prochaines semaines seront palpitantes. En début de saison, on a cru qu'il était dans le rythme. On a vu des performances assez impressionnantes. On a commencé à parler de l'Arteta Ball, de la patte Arteta, qui était un peu dans la continuité de ce qu'ils avaient montré lors du restart. Il y a de l'intensité, il y a de l'agressivité, il y a un vrai plan de jeu. Et puis au fil des semaines, on a vu ce plan de jeu se liquéfier un petit peu, le soufflet retomber un peu depuis quelques rencontres. Et c'est tout le problème d'Arsenal depuis des années, et peut-être même, je dirais même depuis une décennie. C'est la régularité, encore une fois. Arsenal n'est pas régulier. C'est leur principal problème. Je pense néanmoins qu'ils ont les joueurs désormais pour avoir cette régularité. Je pense que l'arrivée de Thomas Partey au milieu de terrain va leur faire du bien. Ça va peut-être prendre un certain temps, mais il va offrir cette protection de la défense que n'avait pas Arsenal depuis des années. Ouais. Je pense que Gabriel, le défenseur brésilien, même s'il commet encore quelques petites erreurs, il va faire beaucoup de bien à cette défense d'Arsenal. Mais encore une fois, on l'a vu ce week-end avec la blessure de David Luiz, c'est que David Luiz se blesse, derrière on est obligé de faire entrer Mustafi. Et on sait que Mustafi va commettre des erreurs. Et on a vu sur le but que Mustafi, il n'est pas concentré, qu'il n'anticipe pas les problèmes qui arrivent. Et ça, c'est toujours le même problème d'Arsenal. Il y aura toujours des joueurs comme ça, tant que l'effectif n'aura pas été renouvelé complètement, il y aura toujours des erreurs qui apparaîtront. Et clairement, voilà, c'était la grande inconnue sur Arteta qui arrivait, qui a fait avec beaucoup d'attentes, évidemment, beaucoup de promesses aussi liées à ce qu'il a apporté dès le début. Mais encore une fois, c'est sur la durée qu'on juge les entraîneurs et les équipes, notamment les équipes qui ambitionnent de finir dans le top 4. Ce qui se passe à Manchester United, c'est un peu la même chose qui se passe à Chelsea, qui se passe à Arsenal, voire même Tottenham, qui commence à revenir, ou à Manchester City. Je l'ai dit, il faut se mettre en route, encore une fois, avec des difficultés de préparation. Il ne faut pas oublier non plus que Manchester United a un match en moins. Qu'en cas de victoire, il reviendrait dans le haut du panier et qu'on ne se poserait peut-être pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. Mais moi, je trouve quelque part qu'on manque un peu de patience à Manchester United ces derniers temps. J'ai l'impression qu'on veut aller plus vite que la musique parce qu'on commence à regarder dans le rétro et on se dit qu'Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, que ça fait déjà 7 ans et qu'on a envie à nouveau de voir ce club gagner des trophées et à nouveau jouer le titre.
et que ça prend du temps. Et effectivement, il y a le cas aujourd'hui de Denis Van de Beek, par exemple, Oui. toute nouvelle recrue, qui n'a pas débuté une seule rencontre de Première Ligue. Et alors, quel est le problème du milieu de terrain d'United? C'est ce qui marchait de mieux depuis le début de l'année. C'est ce qui marchait le mieux lors du restart, avec l'association Matic, Pogba, Bruno Fernandes. Ouais. Regardez ce qu'a fait Klopp à Liverpool avec Fabinho, qui n'a pas joué quasiment pendant les 6 premiers mois, et à quel point il a été essentiel dans la saison du titre de champion de France et dans le titre de champion de France, de champion d'Angleterre Plus tard, et le peut-être. titre de, et le titre de champion d'Europe. Regardez ce qu'a fait Guardiola avec Bernardo Silva, où il a peu joué sur la première saison et il a sans doute été le meilleur citizen lors de la seconde. Ouais. Il faut du temps, il faut donner du temps à ces nouveaux joueurs. Je ne trouve pas qu'il y ait de problème Van de Beek. Et quelque part, c'est un peu le problème général de United. J'ai l'impression qu'on veut voir des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, United est en train de se mettre petit à petit en route. On l'a vu avec cette victoire à Newcastle. On l'a vu avec ce match parfaitement réussi au Parc des Princes face au PSG. Oui. Et certes, ils ont concédé un match nul à domicile à Old Trafford face à Chelsea, mais parce qu'il y avait un besoin de se rassurer, aussi bien défensivement, et parce qu'il y avait des manques. Voilà, on voit bien que Pogba n'est pas prêt, c'est pour ça qu'il débute sur le banc. Cavani n'est pas encore prêt pour débuter un match. Martial était suspendu. Donc voilà, c'est aussi encore une fois, on parle de rodage. Ben oui, le rodage, il est là, il sera peut-être un peu plus long que prévu, mais parce qu'encore une fois, on est dans une saison, un début de saison exceptionnel. D'accord, très clair. Très clair, très clair. J'ai hâte de faire ce point global de la PL aux alentours de la 10e, 12e journée. Une On fois pourra que tout, changer tout ce qu'on a dit lors des premiers numéros. voilà. Une fois que toutes ces bêtes de course, parce que là, on parle d'effectifs de rêve pour tout amateur de football, qu'on parle de Chelsea, d'Arsenal, Liverpool et évidemment Manchester United. Une fois que ces bêtes de course auront huilé leur machine, et je suis d'accord avec toi sur la notion sur la notion de temps. C'est vrai que souvent, l'enthousiasme ou l'excitation de voir des nouveaux joueurs arriver peut prendre le dessus sur le côté analytique, et tu as tout Mais à fait raison là-dessus. c'est là où on voit aussi l'importance du choix de la Première Ligue. Et quand je dis la Première Ligue, c'est du choix des petits clubs, entre guillemets, des 14 clubs qui ont voté cette décision de ne pas repasser à 5 changements par match. 5 changements par match, ce qui était le cas durant le restart, ça offre davantage d'options aux grands clubs qui ont des effectifs beaucoup plus larges, pléthoriques, et donc qui leur donnent un avantage. Et si aujourd'hui on a un début de saison aussi imprévisible et avec des clubs comme Everton, comme Southampton, comme Leeds qui arrivent à concurrencer les gros, c'est aussi parce qu'on n'a que 3 changements. Si on avait eu 5 changements, je suis persuadé qu'on aurait les équipes de tête en haut du panier, parce que quand tu peux faire 5 changements et faire entrer des stars, 5 stars dès l'heure de jeu par exemple, Ouais. ça change tout un match. Il a plusieurs. On pourrait parler de Danny Ings, qui est étincelant avec Southampton. On pourrait parler de Sadio Mané, que j'ai trouvé excellent depuis son retour quand il avait eu le Covid. Il était absent à Villa Park. Et depuis qu'il est revenu, il est extrêmement explosif, il est décisif. Il a été encore buteur ce week-end. Mais pour moi, il y a un joueur vraiment qui est au-dessus du lot depuis quelques semaines, c'est Harry Kane. C'est le maestro de la passe décisive. Alors que c'est un numéro 9, alors que c'est un buteur extraordinaire et qu'il est en chasse du record de buts en première ligue d'Alan Shearer. Oui. Mais voilà, il est déjà à 7 passes décisives en 6 journées, c'est-à-dire une unité du total de ces 3 dernières saisons cumulées. C'est pour donner vraiment l'ampleur de ce début de saison. C'est déjà son meilleur total sur une saison, par exemple. C'était en 2015-2016, quand Tottenham avait poursuivi Leicester dans la course au titre. Et puis c'est un joueur qui ne fait pas que passer, il continue de marquer, il a 5 buts en 6 journées. Ce qui est marrant sur Harry Kane, c'est que les saisons précédentes, on se posait toujours la question de son début de saison, notamment de ce fameux mois d'août où il n'arrivait pas à marquer. C'était presque une malédiction. Ouais. Et maintenant que le championnat a été décalé au mois de septembre, eh ben, il explose dès le début de saison. Donc il faudrait peut-être que les organisateurs de la Première Ligue décalent, en tout cas pour Tottenham et pour Harry Kane, ce championnat au mois de septembre, parce que Kane est juste extraordinaire. Et on ne peut pas parler non plus d'Harry Kane sans parler de Minson. C'est presque un duo maintenant. C'est peut-être même aujourd'hui le meilleur duo en Europe. On le voit au niveau des stats. Ils sont en train de rattraper la paire des Gunners Henri Pires. Ils sont en train de rattraper la paire Silva Agüero. Ils sont à 28 buts, je crois, combinés entre eux. Donc,
une passe Wow. décisive pour un but de l'autre. C'est juste extraordinaire. Le seul duo qui est vraiment au-dessus en Angleterre, en tout cas dans l'histoire du football anglais, c'est la paire Drogba-Lampard à Chelsea, qui a été vraiment exceptionnelle. Il était à 36 buts entre deux. Mais c'est pas impossible que dès cette saison, par exemple, Kane et Son les détrônent. Donc ça montre aussi le regain de forme de Tottenham, qui avait mal commencé et qui s'est vraiment resitué dans ce haut du panier. Et Tottenham, on n'en a pas trop parlé en début de saison, mais c'est peut-être en train de devenir la surprise, ou peut-être l'une des surprises de ce championnat. Mourinho est dans sa deuxième saison, et on sait que les deuxièmes saisons de Mourinho, dans tous les clubs où il est passé, généralement, il rapporte un trophée. Donc, méfiance avec ces Spurs. Justement, on citait cette espèce de révolution de l'assist du côté d'Harry Kane. Est-ce que tu penses que c'est uniquement dû à lui, sa maturité de joueur, ou est-ce qu'on peut quand même citer un effet Mourinho sur son jeu? Non, alors je sais que Mourinho aime bien s'arroger un peu toutes les. Attends, je vais bouger mon. Pas de problème. J'ai l'ordinateur qui a bougé. Je recommence. Vas-y, on peut enchaîner. Euh, je sais que Mourinho aime bien s'arroger un peu les qualités de ses joueurs et la progression qui serait due à ses énormes qualités de manager. Non, Harry Kane, c'était déjà un grand passeur avant. Il a toujours eu cette qualité. D'ailleurs, on l'a toujours considéré plus comme un 9,5 ou entre un 9 et un 10, parce qu'il est capable d'être avançante et aussi il est capable d'être numéro 10 et d'organiser le jeu, notamment dans sa manière de décrocher. C'est juste que dans le jeu de Tottenham aujourd'hui, il a cette faculté avec Son, qui est quelqu'un qui plonge énormément. Mourinho aime la vitesse, il aime que ses attaquants prennent la profondeur, que ce soit Son à gauche, que ce soit Lucas Moura à droite, et très bientôt Gareth Bale à droite. Ouais. Donc Kane aura aussi deux flèches sur chaque côté. Et il a cette qualité de passe qui est juste exceptionnelle pour un attaquant. Pour moi, c'est aujourd'hui l'attaquant le plus complet au monde. Et c'est peut-être même le meilleur avant-centre aujourd'hui au monde. Il sait tout faire. Et quand on regarde surtout la qualité de ses passes décisives, elles Ouais. sont exceptionnelles. C'est d'une précision et ce n'est pas des passes de 4 mètres. C'est des passes exceptionnelles de 15, 20, 30 mètres. Il est juste extraordinaire, cet attaquant. Mais ce n'est pas nouveau. J'en ai un premier, c'est Ruben Dias. C'est un peu sévère, mais c'est dû vraiment à ce dernier week-end de Première Ligue. Et pour moi, il était à la faute sur le but inscrit par West Ham, le but de Michael Antonio. Mhm. C'est trop tôt pour parler de flop parce qu'on est vraiment au tout début de la saison. Mais je trouve que c'est pas un joueur qui apporte ce qu'a apporté par exemple un Van Dijk quand il est arrivé en Angleterre, quand il est arrivé à Liverpool surtout. Ouais. Même un joueur comme Gabriel à Arsenal ou Thiago Silva à Chelsea, je trouve qu'ils ont apporté quelque chose dès leur arrivée dans leurs équipes respectives. Je trouve que Ruben Dias montre un peu les mêmes défauts que ses prédécesseurs. Je pense à John Stones. Il se fait manger physiquement sur ce but par Michael Antonio. C'est pas normal qu'un centre qui est si haut atterrisse dans la surface et que l'attaquant puisse la reprendre dos à son défenseur en retournée acrobatique sans que le défenseur intervienne. C'est Mhm. pas possible. Et malheureusement, il a déjà été à la faute en Ligue des Champions contre Porto Ouais. dans la semaine. Donc voilà, ça m'inquiète un petit peu. Maintenant, c'est un peu tôt. Il y a un autre joueur pour moi qui est un vrai flop depuis le début de la saison, c'est Mitrovic, l'attaquant, l'avancante de Fulham. C'était le meilleur buteur du Championship la saison passée. Et depuis le début de la saison, il symbolise un peu les problèmes de Fulham. Il ne cadre pas un tir, il rate un penalty il y a encore une semaine qu'il envoie sur la transversale. Fulham a besoin de retrouver Mitrovic, de retrouver son buteur pour commencer à gagner. Sinon, ils vont aller tout droit en D2 anglaise. Donc, le début de saison de Fulham est particulièrement catastrophique. Mm. Et concernant Ruben Diaz, alors bon, il faut savoir que c'est l'un de mes chouchous Aïe, depuis son aïe. époque au Benfica. Je peux quelque part dire, je l'ai vu grandir sous mes yeux et j'ai eu cette chance-là. Et après, bon, c'est sûr que de passer du championnat de la Liga NOS, sans être négatif envers ce championnat qui est plutôt sous-coté d'ailleurs, à la Première Ligue, bon, tu parlais tout à l'heure à d'autres degrés de différents joueurs sur cette première année pour se faire à ce rythme-là. C'est sûr que quand tu passes de jouer Maritimo Funchal et Pacos de Ferreira à City ou Liverpool tous les week-ends. Forcément. Mais en tout cas, après, c'est vrai que Man City a cet héritage
de se planter assez régulièrement sur ses défenseurs centraux. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi, mais forcément, on le regarde avec des gros yeux parce qu'il a coûté cher et parce que c'est le talon d'Achille de City et qu'il est venu pour solutionner les problèmes. Donc, et un défenseur en première ligue, autant un attaquant, on peut lui laisser du temps, autant un milieu de terrain, on peut lui laisser du temps d'adaptation, autant un défenseur, il a aucun temps d'adaptation. Il doit être bon dès le début. S'il commet des erreurs, derrière, c'est des buts. Donc, c'est aussi le prix à payer quand on est défenseur.